Bien, merci au comité d'organisation de m'avoir proposé d'aborder avec vous ce soir ce sujet ô combien brûlant. Euh, un petit peu, voilà. Exact, parfait. En centré, c'est beaucoup mieux. Donc, actualité ô combien brûlante que cette maintenance par traitement d'inhibiteurs de PARP en primo-traitement des carcinomes épithéliaux de l'ovaire. On va donc aborder tout ceci dès à présent. Aucun lien d'intérêt avec ce topo. Moi, je suis un petit peu féru d'histoire, donc j'ai plutôt tendance à reprendre d'où on part et jusqu'où on va en oncologie médicale. Alors jusqu'en 2018, le primo-traitement médical d'un cancer de haut grade ovarien, c'est un peu de chirurgie, enfin beaucoup de chirurgie même, quand on peut la mettre en place, chirurgie articulée avec de la chimiothérapie avant, après, parfois malheureusement impossibilité de chirurgie, donc traitement médicamenteux exclusif. En chimiothérapie, depuis la fin du XXe siècle, un doublet à base de sel de platine, comme on le voit sur cette étude, le cisplatine en association avec le paclitaxel, et deux études de non-infériorité par la suite qui montraient que le carboplatine était moins toxique que le cisplatine et faisait aussi bien avec cette association toutes les 3 semaines au paclitaxel. Par la suite, 2011, deux études avec l'implémentation de l'Avastin, le bevacizumab, un anti-angiogénique, qui montraient un bénéfice en survie sans progression dans deux études publiées dans le New England sur des maladies avec des résidus macroscopiques, donc des stades 3 FIGO B à plus d'1 cm, C et les FIGO stade 4. Pour cette amélioration donc de l'adjonction du bevacizumab à la chimiothérapie pour un total de 22 injections, 15 mois de traitement de maintenance. Malgré ceci, malgré donc cette attention curative avec une chirurgie de résection qu'on souhaite complète, une chimiothérapie et du bevacizumab, malheureusement, une majorité de ces cancers rechutent avec une médiane de survie sans récidive d'environ 10 à 18 mois. 70% des patientes malheureusement rechutent dans les 3 premières années, avec 29% de survie seulement à 5 ans. Donc, c'est là que se pose la question de cette maintenance d'inhibiteurs de PARP, et notamment en cas de mutation BRCA germinale ou somatique, puisque le docteur Bubien et le docteur Babin ont abordé avec vous l'intérêt d'un diagnostic, d'un testing BRCA à visée diagnostique, puisque ça touche quand même un certain nombre de personnes qui a une certaine fréquence de ces mutations germinales dans les carcinomes ovariens. Également un intérêt pronostic, puisque ce sont des tumeurs de meilleur pronostic. Guillaume Babin vous a présenté la valeur theranostique que représente le testing BRCA avec ce concept de létalité synthétique en association de la défaillance de BRCA sur la combinaison homologue, la réparation de l'ADN par recombinaison homologue, et l'émission de PARP qui induit des cassures simples brins qui ne peuvent pas être réparées. Sachant qu'au préalable, les sels de platine ont tendance également aussi à faire des cassures simples brins et donc à entraîner aussi ce passage en cassure double brin qui ne peut être réparé, cette létalité synthétique. Pareil, Guillaume Babin a abordé avec vous l'étude Solo 1, donc, qui était présentée en 2018 avec une maintenance chez les patientes mutées BRCA germinale ou somatique avec un carcinome avancé de l'ovaire, qui avaient bénéficié d'une chirurgie de cytoréduction et qui était en réponse après le primo-traitement. Randomisation pendant 2 ans, olaparib versus placebo, avec en critère de jugement principal la survie sans récidive. Survie sans récidive, comme vous l'a présenté mon collègue, dont la médiane de survie n'était pas atteinte après 3 ans, avec un bénéfice, comme on n'a pas souvent l'habitude d'en voir en oncologie médicale, un bénéfice en diminution du risque de rechute ou de décès de 70%. Un profil de tolérance que l'on connaît sur les inhibiteurs de PARP, avec des toxicités digestives, de la fatigue, une toxicité hématologique associée.
qui nécessite un suivi régulier de nos patientes, mais qui, dans l'ensemble, toxicité qui est manageable et qui permet de conserver une qualité de vie sur les études de qualité de vie chez nos patientes pendant les 2 ans de traitement. On voit donc qu'il y a un réel intérêt à proposer une inhibition de PARP en cas de mutation de BRCA germinale ou somatique après exposition au sel de platine chez nos patientes. Qu'en est-il au-delà de la mutation BRCA? On va aborder à présent 2 études présentées l'année dernière au Congrès européen d'oncologie médicale. La première étude, qui est l'étude Paola 1, présentée par le professeur Ray Coquart, chez des patientes qui présentaient un carcinome séreux de haut grade de l'ovaire, qui avaient bénéficié d'une chirurgie et d'une chimiothérapie associée platine-taxol, avec adjonction du bevacizumab. Il fallait que ces patientes aient répondu ou soient stables à ce traitement avant de pouvoir être incluses dans l'essai, où il y avait alors une randomisation entre ce qui jusque-là est le bras standard de traitement, le bevacizumab, ou le bevacizumab avec adjonction de l'olaparib. En critère de jugement principal, la survie sur progression, qui pour l'ensemble de la population était bénéfique, avec une survie sans progression qui passait de 16 à 22 mois. Quand on analyse un petit peu plus en détail la population de l'étude Paola 1, il faut savoir qu'on recherchait donc chez ces patientes le statut mutationnel BRCA, donc sur tumeur, mais de manière un peu plus générale, on recherchait un déficit en recombinaison homologue, ce qui est donc le HRD, puisqu'on l'a vu avec le concept de létalité synthétique, toute déficience en recombinaison homologue induit un bénéfice sur le papier aux inhibiteurs de PARP. Testing donc de ce HRD dans cette étude Paola avec, on va dire, un test de cicatrice génomique, donc un retentissement en fait sur le génome tumoral de ces mutations des gènes de la recombinaison homologue. C'est le test Myriad My Choice, où on s'aperçoit que presque la moitié des patientes arboraient une mutation de la recombinaison homologue. Dans la moitié de ces patientes, 29 avaient une mutation tumorale de BRCA. Qu'en est-il sur le critère de jugement qui était la survie sans récidive en fonction de ces sous-groupes de patientes? En cas de mutation HRD positif qui incluait la mutation tumorale de BRCA, il y avait un net bénéfice de l'adjonction de l'olaparib au bevacizumab avec une médiane de PFS qui passait de 17 à 37 mois et un bénéfice de plus de 70% chez ces patientes. En cas de mutation HRD, mais qui excluait BRCA, donc à peu près 20% des patientes, il y avait là aussi un bénéfice, certes moindre, mais quand même de 16 à 28 mois de survie sans progression quand on ajoutait l'olaparib au bevacizumab. En revanche, en cas d'HR proficiente, donc en absence d'anomalie de la recombinaison homologue, il n'y avait pas d'amélioration de la survie sans progression à l'adjonction de l'olaparib au bevacizumab. Deuxième étude présentée au même moment au congrès, l'étude PRIMA, qui est une étude de phase 3 avec le niraparib en maintenance, avec une population différente de l'étude Paola. Dans l'étude PRIMA, il s'agissait de patientes qui avaient un stade 3 avec un résidu tumoral ou un stade 4, qui bénéficiaient d'une chimiothérapie, possiblement associée à une chirurgie intervallaire, et qui devaient avoir fait leur preuve de chimiosensibilité, donc de sensibilité au sel de platine. Il s'agissait d'une population de mauvais pronostic pour lequel, à l'issue d'une preuve donc de réponse, pas de stabilité de réponse au sel de platine, il y avait une randomisation pour 3 ans, niraparib versus placebo, avec un critère de jugement conjoint qui est la survie sans progression dans le groupe HRD et dans la population globale. Là encore, le HRD était déterminé par le statut Myriad. Le critère de jugement principal était atteint à la fois dans le groupe HRD et dans la population globale, avec sur les courbes de gauche une diminution du risque de rechute ou de décès de 57% dans le groupe niraparib versus placebo, avec une survie sans progression qui était doublée, passant de 10 à presque 22 mois.
Bénéfice également dans la population globale, avec une diminution un peu moindre du risque de rechute ou de décès de 38%, avec 5 mois d'amélioration de la survie sans progression dans la population globale. Comme dans l'étude Paola 1, penchons-nous sur le détail chez nos patientes en fonction de l'anomalie ou non de la recombinaison homologue. Toujours un bénéfice plus probant en cas de mutation BRCA, comme on peut le voir sur les courbes de gauche. Également un bénéfice en cas d'absence de mutation BRCA, mais d'anomalie de la recombinaison homologue. Et contrairement à l'étude Paola, je vous prie de m'excuser, un bénéfice également en cas d'absence de la recombinaison homologue à l'adjonction du niraparib en maintenance. Donc un bénéfice, quel que soit le sous-groupe, probablement puisqu'il s'agit de patientes très sélectionnées sur la réponse au sel de platine, et on sait que le bénéfice aux inhibiteurs de PARP est plus probant en cas de réponse au sel de platine. Au niveau des profils de tolérance, rien de bien nouveau par rapport à ce qu'on pouvait connaître comme toxicité jusque-là sur ces traitements. En synthèse, puisque le temps passe, actuellement, en maintenance des cancers épithéliaux de haut grade de l'ovaire, trompe et péritoine, on peut proposer, on a une AMM pour l'olaparib en attente de remboursement en cas de mutation somatique ou germinale de BRCA, selon l'étude SOLO 1. Une ATU là, qui arrive selon le dernier avis du CHMP pour l'association bevacizumab olaparib en cas de mutation HRD, incluant BRCA 1 et 2, selon les données de Paola 1. Une ATU du niraparib en cas d'absence de mutation de BRCA et en cas d'inéligibilité au bevacizumab selon le protocole PRIMA. Des questions encore en suspens, bien sûr, notamment chez la HRD+, est-ce qu'il vaut mieux faire un doublet bevacizumab, inhibiteur de PARP ou un inhibiteur de PARP seul? En cas d'absence de recombinaison homologue, vaut-il mieux faire le bevacizumab, le niraparib? Et qu'en est-il aussi, à l'heure des immunothérapies, de l'adjonction de ces traitements d'immunothérapie? En fait, à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à proposer à nos patientes des inclusions dans les essais thérapeutiques et on attend avec impatience les résultats des essais duo, essai qui est ouvert à l'Institut Bergonié et également l'étude FIRST. Il va y avoir des algorithmes qui vont être élaborés sur les décisions de traitement de primo-maintenance à Saint-Paul-de-Vence, probablement en 2021. Un algorithme personnel qui est donc d'abord toujours pensé à faire un testing BRCA somatique dès les prélèvements diagnostiques. En parallèle, chimiothérapie, carboplatine taxol articulée, on le souhaite, avec une chirurgie. Ensuite, on se pose la question, y a-t-il possibilité d'adjoindre le bevacizumab? Si oui, par son AMM, à ce moment-là, on regarde s'il a cette mutation de BRCA. S'il n'y a pas de mutation de BRCA, on demande un testing myriade pour le HRD. Et si le testing est positif, on associe bevacizumab et olaparib. S'il n'y a pas de recombinaison homologue déficiente, à ce moment-là, c'est bevacizumab seul en maintenance. En cas de non-indication bevacizumab, soit par contre-indication, soit par petite tumeur, à ce moment-là, on peut proposer, si la mutation de BRCA, l'olaparib. On réservera vraiment le niraparib à une contre-indication au bevacizumab en maintenance et en cas d'absence de mutation BRCA. Je vous remercie. Merci Coriolan. Après, prépare-toi à du mélange de questions. Je vois des papiers arriver dans tous les sens. Alors, on va repartir d'abord sur SOLO 1 parce que c'est la plus vieille étude. Une question, quel est le bénéfice en survie globale dans SOLO 1? Le bénéfice, actuellement, on n'a pas encore les données finaux, puisque les données finales, puisque là, je crois que c'est à 5 ans qu'on a des résultats où la médiane de PFS à 5 ans commence à être atteinte, mais les données de survie globale, normalement, seront disponibles vers 2024, je crois. Oui, pas encore. Un peu de patience. Alors, du coup, avec toutes ces molécules, est-ce que ça reste important d'opérer les malades parce qu'il y a quand même qui sont fragiles? Il y en a certaines pour lesquelles la chirurgie est quand même difficile ou des fois avec beaucoup de résidus.
Très bonne remarque, je pense que oui. Si elle peut être complète macroscopiquement. Une chirurgie CC0 a toujours été bénéfique. Alors, encore en question, quand faut-il opérer les malades? On attend les données de l'étude TRUST sur opération d'emblée ou après chimiothérapie, donc chirurgie intervallaire, et même aussi les données de chrono entre chirurgie intervallaire précoce ou tardive. Mais globalement, si une chirurgie peut être de résection complète macroscopique, oui, il faut opérer nos patientes. Par contre, peut-être aussi sur les indications du niraparib, il faut quand même avoir montré une sensibilité au sel de platine pour proposer certains traitements de maintenance d'inhibiteurs de PARP. Oui, alors ça, ce que tu viens de dire m'amène à une réflexion qu'il faut bien prendre en compte dans les analyses de tous ces essais. Certes, prima, c'est une population un peu défavorisée, puisqu'on dit c'est une population lourde, avec de la maladie en place. Mais quand tu arrives au niveau de la chirurgie d'intervalle, finalement, tu as sélectionné toutes les bonnes patientes, et finalement, ta mauvaise population se trouve une population sélectionnée, platine sensible, une des meilleures pour répondre aux antiparp. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par là? Oui. Alors, pourriez-vous expliquer de façon simple pour les non-spécialistes ce qu'est HRD? Parce que effectivement, HRD, voilà, c'est pas forcément en français, en anglais, alors, je vous ai parlé de mon accent déplorable anglais, homologous recombination deficiency. Donc, c'est les déficits dans les gènes de la recombinaison homologue. Donc, d'autres gènes qui, comme BRCA, interviennent dans la réparation des cassures double brin de l'ADN. À l'heure actuelle, on a deux manières d'arborer, de détecter ces mutations, soit sur des panels de ces gènes connus de la recombinaison homologue, détecter les mutations qui sont connues sur les données notamment du Grand Genomic Atlas, les données colligées, soit des tests plus fonctionnels comme le test Myriad qui a été implémenté dans beaucoup d'essais, qui en fait une cicatrice, ce qu'on appelle cicatrice de ce HRD. Donc c'est des réarrangements notamment de perte d'hétérozygosie, des réarrangements chromosomiques liés en fait à ces mutations de gènes. Et dans ces cas-là, en fait, on arrive à rattraper un peu plus de patientes avec ces instabilités de la recombinaison homologue. Mais effectivement, ce sont des données assez complexes, avec un test compagnon qui est le test Myriad My Choice, voilà, qui est centralisé, dont on n'a pas forcément tous les éléments, avec, on va dire, une réponse binaire si oui ou non on est HRD, avec maintenant un cut-off à 42 qui est quand même assez arbitraire et qui a évolué un peu au fil des ans. Probablement que dans les années à venir, on aura aussi nos tests compagnons européens, français, qui nous permettront un peu d'affiner à ce niveau-là. On l'espère, oui. Alors, ça m'amène à la question qui t'est posée ensuite. Alors, ce testing HRD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est pour tout le monde? Alors, ce testing HRD doit être réalisé chez nos patientes qui peuvent bénéficier du bevacizumab, puisque, je vais mettre sur la diapo, plutôt sur la diapo Paola. Hop, voilà. Il y a un bénéfice à prouver cette anomalie de la recombinaison homologue selon les données de Paola 1 si on associe olaparib au bevacizumab. Donc, il faut que nos patientes soient éligibles au bevacizumab. Donc, selon les données de l'AMM du bevacizumab, les plus de 1 cm de résidu macroscopique, les stades 4, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication, notamment post-chirurgicale, au bevacizumab. Donc, dans ces cas-là, oui, si le BRCA somatique n'est pas muté, on demande, et il y a une implémentation qui est en cours, là, qui va arriver, je pense, d'ici la fin de l'année, une relecture centralisée à Myriad, avec une gratuité du test là pendant 1 an à ce niveau-là. Alors, juste une précision, ça n'est pas une relecture parce qu'il n'y a pas de lecture. Pardon, oui, non, tout à fait. Non, c'est pour que ce soit bien clair. Parce qu'effectivement, BRCA, on l'a en routine et de façon satisfaisante. HRD, on ne l'a pas en routine, loin s'en faut. Et donc, c'est une primo-vision disponible par Myriad pour avoir ce statut HRD, le temps que nos plateformes se mettent à disposition
pour pouvoir le fournir peut-être de façon différente et du moins aussi intéressante et du moins pas moins bonne. Il faut vraiment que les tests qu'on développe soient aussi bons que ce que nous fournit Myriad, effectivement. Alors enfin, juste une dernière question et on va passer vite la parole à nos collègues de Saint pour la deuxième partie. Plus de 40% des patientes ont plus de 70 ans. Tu vois ça simplement. Quelle serait la première recommandation que tu ferais dans le cancer de l'ovaire pour pouvoir implémenter ces innovations thérapeutiques chez les gens âgés? Par rapport au risque de ces traitements, par rapport à comment on voit les choses. Effectivement, je pense que derrière, il va falloir qu'on implémente aussi des études de qualité de vie. On en a quelques-unes sur les phases un peu plus avancées pour voir là-dessus comment on peut voir en vie réelle ce qu'ils donnent. Et puis, il est légitime aussi d'avoir un suivi régulier de nos patientes avec une éducation de ces patientes, leur proposer une conciliation médicamenteuse pour s'assurer qu'il n'y a pas des interactions, puisqu'en fait, les inhibiteurs de PARP interagissent avec beaucoup de médicaments et on sait que la polymédication est fréquente chez nos sujets âgés. Donc une conciliation médicamenteuse, une éducation de nos patientes, un suivi par nos infirmières de coordination et également un suivi, nous, de nos patientes assez régulièrement, pas que pour les réévaluations, voire même possiblement en télémédecine. Merci beaucoup, Coriolan.